Buongiorno à tutti, benvenuti, bon après-midi à tous, bienvenue. C'est un grand plaisir d'être là à nouveau. Grazie per essere intervenuti così numerosi a questa conversazione. Non so chi di voi, magari qualcuno di voi era per caso, era già qui stamattina alla conversazione che ha inaugurato il ciclo organizzato da Cartier in collaborazione con la Mostra del Cinema. È un programma che arricchisce l'insieme delle proposte che la Mostra offre agli spettatori durante questi 11 giorni intensissimi di festival. La mostra non sono soltanto film, non è soltanto la promozione dei nuovi film, degli autori, quelli già affermati e quelli ancora poco noti o del tutto sconosciuti che approdano per la prima volta a un festival internazionale, e anche una serie di attività collaterali che sono l'arricchimento del programma, che sono, come dire, in qualche modo anche un impegno per la trasmissione della conoscenza, del sapere legata alla storia del cinema, al futuro del cinema, e le conversazioni organizzate o le masterclass servono anche e soprattutto per questo. Quindi è con grande piacere che vi do il benvenuto a questa conversazione con Claude Lelouch, che non ha, credo, bisogno di presentazioni, perché anche i più giovani, immagino, avranno avuto la possibilità di vedere qualcuno dei suoi film straordinari. È un grande maestro del cinema che ha un posto particolare all'interno del cinema francese della seconda metà del secolo scorso. Ha realizzato più di 60 film che segnano in qualche modo la storia dell'estetica, del linguaggio, dello spettacolo cinematografico dal punto di vista della cinematografia francese. Non mi dilungo oltre, perché è lui che volete sentir parlare e non me, per cui cedo subito la ringrazio ancora una volta, lo faccio sempre, ma non è un gesto di piaggeria o di pura e semplice cortesia nei confronti del nostro main sponsor. Sponsor è un termine forse poco simpatico, perché Cartier è qualcosa di più di uno sponsor. Lo sponsor è qualcuno che mette dei soldi e basta. Cartier è un partner con noi della Mostra del Cinema, lo è nel senso pieno del termine, condivide le nostre scelte, le sostiene, collabora con noi. Abbiamo un vero rapporto di scambio di proposte che poi si concretizzano in attività che Cartier promuove per sostenere la Mostra del Cinema. Quindi grazie a Cartier, e vi prego Cyril Vigneron, che è il CEO di Cartier, di raggiungermi qui sul palco. Good afternoon, and thank you so much for these kind words, and we are really, really happy to be here as the partners, as you said. We are present in Italy in many ways, so in Venice, and more, not only to be here, to be on red carpets at this fantastic festival, but also bringing, say, masterclass or concert or activities that can give additional angle, which are interesting. We are present in Milan with a partnership with the Triennale de Milan with the Fondation pour l'Art Contemporain that has created, thanks to the President Boeri, very interesting exhibition. We are also having a partnership in Rome with the Villa Medici, and we do also things in Torino, because we have a very strong presence in here. We present ourselves, but humbly, because we're not that professional as you are, but as cultural actor. And this year is also the 40th anniversary of the Fondation pour l'Art Contemporain, that for 40 years has first tried to promote, I think, contemporary art at a period we'll not so much see, but then gradually has become an independent actor to bring to scene some artists who were not known, either known or unknown, or known in their country and not known in Europe, and sometimes for the first time, but also collective, also art and science all together. And we like to see all the bridges that the different art forms can take together, which brings us back here, where there is an interesting link, and one we are really fond of, the link with cinema and music in a very different form, and how the creation can be intertwined, I would say, from the beginning, and with the directors and composers working hand in hand to create something that at the end create our own emotion.
We have done this masterclass for about 3 years. We had fantastic speakers like Andrea Morricone, Alexandre Desplat last year, Damien Chazelle and Justin Hurwitz, and 3 masterclasses this year, including this one with Claude Lelouch, who has a fantastic filmography going for more than 60 years and has worked really with different forms of music, either existing, like the Ravel or Rachmaninoff, or original creation. And some of his movies are definitely linked to music, but I will let that to him to explain in detail. Thank you for being here. Thank you, Alberto. And enjoy this masterclass. Ancora una cosa, lo sapete, ma lunedì sera avremo il grande piacere e il grandissimo onore di presentare in anteprima mondiale l'ultimo film di Claude Lelouch, Finalement, un grandissimo film. Se avete l'occasione non perdetelo, perché sarà una scoperta meravigliosa per tutti. Vi lascio con una clip e poi incomincerà la conversazione con Claude Lelouch. Grazie a tutti. Je tiens à vous dire tout de suite que ce plan ne sera pas dans le film. C'était tout simplement pour moi un prétexte pour vous présenter tous ces merveilleux comédiens qui m'ont accompagné dans cette aventure et qui, je l'espère, vont vous faire rire, mais rire. Eh, il y a l'enterrement là, il faut y aller. Allez, allez-y. Allez, on y va. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je suis Stéphane Le Rouge, donc Cartier m'a demandé de modérer cette masterclass, Cartier, avec Claude aujourd'hui. On a conçu cette masterclass comme une promenade libre et sentimentale dans le cinéma de Lelouch, mais dans le cinéma musical de Claude Lelouch, avec beaucoup d'extraits et quelques surprises. Et tout à l'heure, Barbara Pravi qui nous rejoindra pour le deuxième acte, le deuxième set de cette rencontre. Claude, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous raconter comment le fait d'avoir tourné des scopitones, ces ancêtres des clips, au début des années 60, a déterminé ta vision de la musique au cinéma? Alors, dans les années 60, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. J'ai eu la chance de pouvoir tourner une centaine de clips avec toutes les grandes stars de la chanson française et internationale. Et très vite, je me suis aperçu que la musique, quand je ferais des films, allait jouer un rôle très très important. J'ai très vite compris qu'on vivait dans un monde qui était à la fois rationnel et irrationnel. Le rationnel a le sens des affaires, il nous permet de faire la fin du mois, il nous permet d'être malheureux, il nous fait peur. Et puis il y a l'irrationnel, et puis surtout le rationnel nous dit qu'on est mortel. Et puis il y a l'irrationnel qui parle à notre instinct, qui parle à notre divin, et qui nous dit qu'on est immortel. Et qu'est-ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel? C'est la musique. Très vite, j'ai compris que la musique parlait à ce qui était essentiel chez chacun d'entre nous, à tout ce qui nous échappait. Et tous mes films, pratiquement, sont des films qui mélangent le rationnel et l'irrationnel. C'est-à-dire la réalité et puis la part de rêve.
dans le monde où on vit, s'il n'y avait pas le rêve, ça serait insupportable. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je me suis dit, il y aura beaucoup de musique dans mes films. Il y aura beaucoup de musique parce que la musique parle à notre cœur, alors que le rationnel parle à notre intelligence. Voilà. Et notre cœur, il nous dit que des choses positives, alors que le rationnel, et là, c'est un critique qui nous dit toujours ce qui ne va pas. Voilà. Donc, s'il y a énormément de musique dans mes films, c'est pour que vous soyez positif et que le positif l'emporte toujours sur le négatif, même si le négatif a beaucoup de succès sur le moment. Alors, vous savez que en 1965, grâce à un parolier, un grand parolier qui s'appelle Pierre Barou, Claude va rencontrer un jeune compositeur, accordéoniste, qui s'appelle Francis Lay. Claude a 28 ans, Francis Lay a 33 ans. Est-ce que toi, Claude, tu as su tout de suite, ce jour-là, que tu rencontrais le compositeur de ta vie? Oui, alors encore une fois, d'un seul coup, c'est la rencontre du rationnel et de l'irrationnel. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est ce mélange permanent, voilà. Moi, avec ma caméra, avec mes histoires, j'étais dans le rationnel. Et puis d'un seul coup, j'ai rencontré quelqu'un qui racontait les mêmes histoires que moi avec des notes de musique. Et c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus généreux. Voilà, et donc, quand Pierre Barou m'a présenté Francis Lay, il est arrivé avec son petit accordéon. J'avais à l'époque un bureau, enfin une chambre de bonne. Et pendant 2 heures, avec son accordéon, il m'a joué des mélodies. Et ces mélodies me parlaient. D'un seul coup, ces mélodies parlaient à mon cœur, parlaient à l'essentiel, à tout ce que je ne connaissais pas. Et avec Francis Lay, on a fait 35 films ensemble. Et j'ai enregistré la musique de tous mes films avant le film, car j'ai très envie, sur un tournage, que mes acteurs écoutent la musique du film. Et moi-même, j'ai besoin d'écouter. Donc, Francis Lay était la première personne à qui je racontais mes films. Et ensuite, je lui disais, raconte-moi le même film avec des notes de musique. Voilà. Et c'est ces 2 films qui, à un moment donné, ont fait tous les films que vous avez pu voir. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 films frères ou 2 films cousins de Claude qui s'appellent 1+1 et Un homme qui me plaît, qui sont 2 variations sur un même sujet, c'est-à-dire la rencontre de 2 personnages, un homme et une femme, qui ne sont libres ni l'un ni l'autre. Dans 1+1, le personnage masculin est interprété par Jean Dujardin, et dans le premier film par un comédien qu'on va voir tout de suite, parce que le personnage masculin dans les 2 films est compositeur pour le cinéma. Et dans Un homme qui me plaît, à un moment donné, ce personnage masculin révèle à cette femme qu'il vient de rencontrer, qui est jouée par Annie Girardot, il lui explique, il lui donne le mode d'emploi pour écrire une musique de western. Regardez, c'est le louchissime. Pardon pour le néologisme. C'est la première fois que tu travailles en Amérique? Oui, Ça te plaît? ça paye bien. Comment ça se fait qu'ils t'ont appelé? Ah bah parce que j'ai fait une fausse musique de western dans un faux western. Ah bon? Et ça a beaucoup plu ici. Et comment on fait une fausse musique de western? Ah, ça c'est une question d'orchestration. Ouais. Faut beaucoup d'instruments. Faut des corps. Il faut des violons. Faut des timbales. Et puis il faut un maxi de percussions. Beaucoup de percussions. Et tu peux mettre, qu'est-ce que tu peux mettre encore? Bah, tu peux mettre de la flûte. Et puis voilà. Et quand on a tout ça? Et bien quand on a tout ça, les Indiens, ils n'ont plus qu'à attaquer.
Voilà le cinéma de Claude Lelouch qui met en abîme la musique au cinéma. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a plu dans la personnalité de Francis? Parce que Francis Lay était un accordéoniste avec une connaissance totalement autodidacte de l'écriture, avec une grande liberté dans la façon de jouer avec l'harmonie, avec la tonalité. D'abord, c'est un homme, c'était un ange. Il était d'une modestie incroyable et d'une honnêteté incroyable. Et donc, sa modestie faisait qu'il allait tout le temps à l'essentiel. Il n'y avait pas de frime dans sa musique. Il n'essayait pas d'esbrouffer les gens. Il savait qu'avec quelques petites notes, il savait qu'avec une mélodie toute simple, il allait pouvoir toucher le cœur des gens. Voilà. Encore une fois, vous savez, on ne se rend pas compte à quel point notre cœur a toujours raison. Voilà. C'est pour ça que la musique a tant de force, parce qu'elle parle qu'à notre cœur. Voilà. Et Francis Lay était un spécialiste de ces mélodies. Ce matin, sur cette même scène, Nicolas Piovani nous racontait ces moments où il jouait, par exemple à Fellini, aux frères Taviani, ses propositions au piano. Comment toi, metteur en scène, avant même que ton film existe, tu réagissais quand Francis Lay se mettait sur son clavier accordéon et te faisait ses propositions de thème? Alors, vous savez, un film, d'abord, on l'a dans la tête. C'est très difficile d'expliquer un film à un producteur, même aux comédiens. On l'a dans la tête. On l'a dans la tête, et à un moment donné, quand je travaillais avec Francis, comme je lui avais raconté l'histoire, je voyais très bien, à un moment donné, à partir des petites notes qu'il me proposait, quand ces notes allaient se marier avec mes images. Voilà. Et c'est pour ça que dès que je sentais que ces notes retrouvaient les images que j'avais dans la tête, ensuite je faisais écouter la musique sur le plateau aux comédiens, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'intermédiaire au niveau des émotions. Et c'est rare de trouver un compositeur de musique qui, avec ses notes, raconte la même histoire que moi, avec des mots ou avec des images. Alors, si vous êtes d'accord, moi, pour illustrer ce que vient de dire Claude, il y a une séquence magique, et je voudrais que tu nous fasses entrer dans les coulisses de la création sur cette séquence. C'est la séquence finale du film dont on vient de voir un extrait, Un homme qui me plaît, parce que ça se termine sur ce personnage, Annie Girardot, qui attend Belmondo à un aéroport. Oui, alors, Annie Girardot attend Belmondo à l'aéroport, et comme elle n'a pas lu le scénario, je ne fais jamais lire le scénario à mes comédiens, elle ne sait pas s'il va descendre ou pas de l'avion. Voilà. Et donc, j'ai fait venir un vrai avion, on est dans un vrai aéroport, il y a une caméra sur l'avion, une caméra sur Girardot, et dans l'oreille de Girardot, il y a la musique du film. Donc, elle joue avec l'avion, elle joue avec l'aéroport, avec la musique, et elle ne sait pas si Jean-Paul va descendre ou pas de l'avion. Vous êtes d'accord? On regarde la séquence, on l'écoute. Voici donc une séquence imaginée et tournée par Claude Lelouch, mais avec un directeur d'acteurs, un directeur d'actrice secret, invisible, qui est la musique de Francis Lay.
Claude, aujourd'hui, 50 ans plus tard, tu peux nous le dire, est-ce que tu penses que tout le nuancier des émotions contradictoires qui traversent le regard de cette femme aurait-il été le même si la musique n'avait pas été là? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sait pas si elle avait lu le scénario, elle aurait joué le fait qu'ils ne descendent pas. Dans la vie, on ne joue jamais. On ne joue jamais dans la vie. Regardez les gens dans la rue, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas parce que la vie est un suspense et on ne sait pas d'une seconde à l'autre ce qui va nous arriver. Chaque seconde de notre vie, il peut se passer le pire et le meilleur. Si elle avait lu le scénario, elle n'aurait pas joué de la même façon. Elle l'aurait joué formidablement. Elle aurait fait semblant d'être une femme un peu abandonnée ce jour-là. Mais le fait qu'elle le vive en direct fait qu'elle ne joue à aucun moment. Elle ne joue à aucun moment et elle ne sait plus à un moment donné, elle confond tout, comme dans les moments qu'on vit dans la vie. Quand on vit des moments intenses, quand on vit des moments très forts dans la vie, on ne contrôle plus rien, tout se mélange, le rationnel, l'irrationnel, je le fais pas, voilà. Et donc c'est ce mélange, je pense que la musique est un formidable directeur d'acteurs, et surtout Francis Lay, lui, il savait qu'elle ne descendait pas, donc il a fait une musique qui ne descend pas de l'avion. C'est ça qui est important, et c'est ce mélange qui fait qu'à un moment donné, on arrive à filmer des choses comme ça. Avec ce thème qui s'intitule Concerto pour la fin d'un amour, donc qui est un mouvement lent d'un concerto néo-romantique, d'esthétique néo-romantique pour piano et orchestre. Francis Lay et toi, mais il faut le redire, c'est, vous savez, la collaboration cinéaste-compositeur la plus longue, la plus fructueuse de toute l'histoire du cinéma, parce que c'est 52 ans et 36 longs métrages. Vous imaginez ? Et pourtant, d'un point de vue humain, vous n'étiez pas du tout branchés sur le même voltage. Parce que Francis était un sédentaire, et toi, tu es un homme toujours en mouvement. Oui, alors, de temps en temps, je l'ai trompé, Francis Lay. Comme dans la vie. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec Michel Legrand, avec Claude Bolling. Enfin, la liste est impressionnante de tous les musiciens avec lesquels j'ai travaillé. Mais Francis Lay était ravi quand je rentrais à la maison. Il était ravi quand je rentrais à la maison, comme une femme qui voit son mari revenir à la maison. Voilà. Et donc, ça nous a permis, au contraire, de ne pas s'habituer l'un à l'autre. Et cette liberté qu'on s'est laissée, moi, je l'ai laissé tourner aussi avec d'autres metteurs en scène. Bien sûr. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouvait, on avait envie de se séduire à nouveau. Voilà. Alors, je le dis pour la technique, on va passer tout de suite à l'index numéro 5, parce que tu parles d'autres collaborations, mais je voudrais insister sur le fait que la danse a été très présente très très tôt dans le cinéma de Claude, les danses populaires notamment. Il y a un film qui s'appelle Le Voyou qui s'ouvre sur le générique début sur un ballet pop, et à un moment donné, la danse savante s'invite dans un film, elle sert même de finale, un peu de feu d'artifice au récit, elle resserre tous les liens, tous les destins de ces personnages. C'est un grand choix, le Louchien, et je voudrais qu'on le regarde et qu'on l'écoute tout de suite. Index 5.
Vous avez reconnu Les uns et les autres, 1980, qui est l'un des plus grands succès de Claude à une échelle internationale. Comment est-ce que tu as eu cette idée de terminer le film, non pas sur une séquence dialoguée, mais sur un ballet? Non, alors d'abord, le boléro de Ravel, c'est pas n'importe quoi. J'avais construit entièrement le film sur le boléro de Ravel, puisque dans le film, on entend le boléro en entier. Le boléro de Ravel, c'est sûrement la plus belle musique de film qu'on ait jamais faite. Et il n'avait pas été fait pour un film. Il avait été fait pour un ballet, une ballerine. Et c'est vrai que si parmi vous, il y a des cinéastes amateurs, mettez le boléro de Ravel sur vos images, vous allez voir, ça marche très bien. Voilà. C'est une musique qui marche absolument sur tout. Sur tout, tout simplement parce qu'elle est conçue sur les battements du cœur. Je veux dire que c'est ce rythme qui n'en finit pas de battre, de ralentir ou de s'accélérer, c'est la musique du cœur. Et donc j'avais décidé pour Les uns et les autres, qui était un film qui parlait plus au cœur des gens qu'autre chose, que le boléro de Ravel serait évidemment la ligne directrice. Mais, alors vous savez que sur le film, il y a 3 stars musicales au générique. Il y a Francis Lay, Michel Legrand, Ravel à travers le boléro, et tu as demandé à Michel Legrand de légèrement réorchestrer le boléro en ajoutant, comme on a pu l'entendre, 2 voix. Oui. Ça a été facile? Non, ça a été compliqué parce que quand on s'appelle Michel Legrand, on respecte les œuvres des autres aussi. Et quand je lui dis j'aimerais qu'on fasse chanter sur le boléro de Ravel, dans un premier temps, il a été un peu inquiet. Et puis au fur et à mesure qu'on a travaillé, que j'ai insisté, il s'est aperçu effectivement qu'on pouvait aussi chanter sur le boléro de Ravel. Voilà. Et donc c'est un enregistrement unique où on chante sur le boléro de Ravel. Mais quel est le mot que tu lui as prononcé ou la phrase qui a déclenché son accord? Je ne sais plus le mot que j'ai dit. En tous les cas, j'ai dû être persuasif puisqu'il l'a fait. Mais c'était très difficile de convaincre Michel Legrand. Voilà. Mais non, c'est un souvenir formidable d'avoir pour un film Francis Lay, Michel Legrand et Ravel. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens très bien, en 1980, on a vendu des millions de disques. Ouais. Et à un moment donné, on disait « Est-ce que vous avez entendu le boléro de Francis Lay ?» Tout se mélangeait. Alors Michel Legrand, moi, m'a raconté la phrase que Claude lui a prononcée. Michel le disait volontiers. Il disait « Je vénère trop Ravel pour réorchestrer Ravel. » Et finalement, un jour, disait Michel Legrand, Claude m'a dit « Il n'y a que toi qui peux le faire. » Et Legrand m'a dit « Il avait raison. » Et il a réorchestré, il a rajouté ces 2 voix au boléro de Ravel. D'ailleurs, c'était assez amusant comme équilibre parce que Michel Legrand a mis en musique 3 films et demi de Claude, et Michel avait une très jolie formule, je vais vous la lire pour ne pas trahir sa pensée. Il disait « Musicalement, s'il fallait trouver une image pour Claude Lelouch, Francis Lay est son épouse légitime, moi sa maîtresse. » C'est-à-dire qu'il est passé dans ton cinéma, mais avec évidemment de grands résultats comme Les uns les autres et Partir, revenir. Francis Lay, lui, s'est envolé fin 2018, après avoir eu le temps de mettre en musique la suite, la conclusion, l'épilogue d'un homme et une femme, Anouk Aimée et Trintignant sur l'écran. Le film s'appelle « Les plus belles années d'une vie ». Comment tu as géré l'après Francis Lay? On gère l'après Francis Lay comme on gère l'après pour tout le monde. Je veux dire que je crois en l'éternité plus qu'en la mort. Je pense qu'on est là pour toujours. Je crois au recyclage de chacun d'entre nous. Je pense que le meilleur de chacun d'entre nous est conservé d'une façon ou d'une autre. Et donc, on appartient tous à une époque. On fait les choses qu'il faut faire au moment où il faut les faire. Mais Francis Lay m'avait dit, tu sais, un jour je vais partir, voilà, et j'aimerais beaucoup que tu travailles avec un tel, un tel, un tel. Il m'avait parlé de différents compositeurs. Et il avait raison, voilà, qui étaient un petit peu ses héritiers. Donc, encore une fois, comme chacun d'entre nous, à un moment donné, on désigne les personnes qui seront les mieux à même de prolonger nos états d'âme. Voilà, mais si vous voulez, vous savez, ce qu'il y a de formidable dans le cinéma, c'est que le cinéma rend les gens immortels.
C'est formidable. Aujourd'hui, les plus grandes stars du cinéma sont toujours parmi nous. Les plus belles musiques, grâce à la musique, sont là. Je veux dire, donc, si vous voulez, je crois que les belles choses ne meurent jamais. Alors, dans 2 jours, Alberto le rappelait tout à l'heure, la Mostra de Venise va découvrir le nouveau film de Claude qui s'appelle Finalement, film qui sera doublé par un trophée Cartier, Glory to the Filmmaker, que tu vas recevoir, Claude. Finalement, on raconte l'histoire d'un personnage, d'un avocat trompettiste qui largue les amarres. C'est un road movie, il part à la recherche des autres et presque à la recherche de lui-même. Et dans ce film, qui est un vrai film choral, il y a un personnage féminin qui prend un relief particulier. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous l'interprète de ce personnage qui, je veux dire, après Hallyday, Jacques Dutronc, Patricia Cass, s'inscrit dans la grande lignée des interprètes, des chanteurs ou chanteuses qui sont devenus comédiens devant la caméra de Claude Lelouch. Je vous demande vraiment de faire une ovation à Barbara Pravi. Merci, bonjour. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être ici. J'ai le cœur qui bat. Vraiment ? Venise, Lelouch, Cartier. C'est beaucoup. Alors Barbara, on s'est parlé pour préparer cette rencontre et je voudrais que tu nous racontes en quelques mots ce que représente le cinéma de Claude, dans ta cinéphilie. Moi, j'ai rencontré Claude par son cinéma bien avant de rencontrer l'homme. Et d'ailleurs, je pensais jamais rencontrer l'homme. Donc quand j'ai eu vent que Claude m'appelait pour la première fois, j'ai cru que c'était une blague. Et je vais même vous dire, je n'ai pas décroché. C'était en plein Eurovision. Et je me suis dit, non mais là, je vais faire l'Eurovision. Je vais pas répondre à Claude Lelouch, ça ne veut rien dire. Je pensais pas que c'était vrai, sinon j'aurais répondu. Et on s'est rencontrés ensuite parce que j'ai eu la chance de chanter à ton anniversaire. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? J'aimerais bien te rencontrer pour de vrai. Et lors de ce déjeuner, il m'a proposé le rôle dans le film Finalement. Et je me souviens de partir des films 13 et d'appeler mon père et de lui dire, écoute, il se passe un truc vraiment étrange. Alors je sais pas vraiment, j'arrive pas encore à savoir si c'est la réalité ou la fiction, peut-être un peu les deux. Et voilà, je me retrouve dans le film de Claude Lelouch, c'est n'importe quoi. Je crois que j'ai pas encore, j'ai pas vraiment atterri. Je l'ai vu 2 fois, 3 fois, et je suis toujours plus émue. Je découvre des choses à chaque fois. Ouais. Et toi, Claude, quelle image tu avais de Barbara avant de la connaître? Comme tout le monde, je l'ai découvert à l'Eurovision. Et puis j'ai un très bon ami commun qui s'appelle Michel Drucker, qui est un grand animateur de télévision, qui me téléphone et qui me dit un jour, tu sais, il faut absolument que tu rencontres cette fille, elle est faite pour ton cinéma, voilà. Et il avait raison, et je le remercie. Mais c'est vrai que dès que j'ai vu Barbara, dès que je l'ai entendue chanter, j'ai compris qu'elle allait être un élément très très important de ce dernier film que vous allez voir demain ou après-demain, voilà. Et A Star is Born, voilà. Profitez-en pendant qu'elle n'est pas encore une immense star, voilà. Mais elle va le devenir très vite. Mais Claude, toi, Piaf a été importante dans ta vie. Tu as eu la chance de la rencontrer à une reprise par hasard. Tu as mis en scène ses amours avec Cerdan dans un film qui s'appelle Édith et Marcel. Est-ce que ça t'a touché ou troublé qu'au tout début de Barbara, par sa puissance de feu, la clarté de son timbre, on évoque Piaf? Tu sais, encore une fois, c'est irrationnel. On ne peut pas expliquer le succès. On ne peut pas expliquer les battements du cœur. Je peux expliquer les battements de mon cerveau parce que le cerveau, il résonne beaucoup, c'est un philosophe, il essaye de trouver la solution. Le cœur, lui, connaît la vérité. Quand je vois Barbara, quand je parle avec elle, quand je l'entends chanter, c'est mon cœur qui me dit il faut l'apprendre. Voilà. Et mon cœur, il résonne jamais. Quand vous dites je t'aime à une dame, vous raisonnez pas. Voilà, c'est pareil. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai fait par amour. Voilà, toutes les secondes qui ne sont pas consacrées à l'amour dans la vie sont des secondes perdues. Voilà. Et c'est pour ça que j'écoute plus les battements de mon cœur
que le reste, parce que mon cœur ne m'a jamais trahi. Voilà, j'ai fait 51 films, et je crois que le vrai patron de mes films, c'est le cœur. Voilà. Vous savez, on vit dans un monde qui est difficile, qui est compliqué, et j'ai envie, avec mes films, de vous faire aimer la vie, tout simplement, même si elle est compliquée, et même si des fois elle est cruelle. Mais ça vaut vraiment le coup de l'aimer. Barbara, je t'ai demandé que tu nous choisisses, avec ton regard, ton éclairage, ta subjectivité, une séquence du cinéma de Lelouch que tu revendiques, que tu aimes, une séquence selon ton cœur. Est-ce que tu pourrais nous la présenter? J'ai choisi... Alors, tu m'as demandé la musique. Une séquence par rapport à la musique. Une séquence musicale. Et j'ai choisi Itinéraire d'un enfant gâté. Je me souviens d'avoir tellement... C'est-à-dire qu'à la fin de ce film, il y avait le générique qui défilait, et puis moi, j'étais dans mon lit. J'étais malade, je regardais sur mon ordinateur. Désolée, parce que je sais que t'aimes pas qu'on regarde les films sur ordinateur, mais bon, voilà, c'est la vie. Et vraiment, je pleurais, je n'arrivais plus à arrêter mes larmes. Et je crois que c'est exactement ce que tu racontes. Je pense que parfois le cœur parle, et quand le cœur parle, ça génère des émotions tellement fortes qu'on ne peut pas les expliquer autrement que par des larmes ou des rires. Ou en tout cas, voilà, ce qu'on a vu avec Girardot tout à l'heure, c'est exactement ça. Bah, voilà, moi j'étais comme ça devant Itinéraire, et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique-là. Et donc voici une séquence d'Itinéraire avec le grand thème Francis Lay toujours. Et dites-vous que ce que vous allez entendre est né d'une demande insolite de Claude à son compositeur, à Francis. Il lui a dit « Écris-moi un thème qui raconte le destin d'un homme, mais avec un parfum de cirque. » Ça a donné ceci. Comment ça va? Formidable. Je vous entends mal. Formidable. Vous n'avez pas l'air pressé de rentrer. Pas vraiment. On sera tous au port pour vous attendre. Et le fils, On l'a pas vu beaucoup. Quand comptez-vous arriver? tu parles à la SNCF? Enfin, pas avant 3 ou 4 jours. Pourquoi? Il y a des emmerdes? Pas plus que d'habitude, mais il y a certaines décisions qu'il faudrait prendre dès maintenant. Eh ben, prenez-les. Allô? 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 Vous n'entendez plus? Allô? 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 Je vous Allô? entends plus. Allô? 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 Terminé. Terminé. Alors, qu'est-ce qui te touche spécifiquement dans ce thème, en tant que musicienne? C'est difficile de... En fait, quand il n'y a pas de mots sur une musique, c'est difficile de dire spécifiquement ce qui nous touche, parce qu'en fait, ça vient appuyer sur des boutons. Si c'était facile de réappuyer dessus au quotidien, on le ferait tout le temps. Je sais pas, je trouve qu'il y a une telle tragédie, un tel drame dans... Je trouve que moi, ça me prend là, et ça me coupe la respiration. Voilà ce que ça me fait. Claude, c'est quoi ce souvenir musical-là, ce film-là avec Francis, Itinéraire? Ben, c'est un film qui a été très important parce que on a tourné ce film avec Jean-Paul dans une période qui était difficile pour Jean-Paul et pour moi. On venait d'avoir, Jean-Paul et moi, 2-3 films qui n'avaient pas très bien marché. Et on était sur le point de se poser des tas de questions. Est-ce qu'il faut continuer ce métier ou l'arrêter? Voilà. Et bon, c'est l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, a envie de retrouver la liberté
parce que c'est vrai que la liberté, dans le monde dans lequel on vit, c'est le plus grand des trésors. Voilà. Et donc, c'est un film sur la liberté, et il fallait trouver un thème de liberté. C'est-à-dire un thème qui nous permette de respirer, un thème qui nous donne envie de courir, qui soit positif, complètement positif, et qui nous donne la force d'avoir envie, encore une fois, c'est comme les potions magiques, on ne sait pas d'où elles viennent. Voilà, je sais que des fois, on voit des gens qui reçoivent un Oscar, c'est une potion magique, ça donne envie de continuer, voilà, et ça rassure les imbéciles. Barbara, tu as vécu de l'intérieur le tournage d'un film de Claude Lelouch. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est la recette? Comment est-ce qu'il arrive à obtenir ce ton naturel ou naturaliste et spontané qui n'appartient qu'à son cinéma? Il l'a dit, hein. Il n'y a pas de scénario, je confirme. Il n'y a pas de scénario jamais, en tout cas moi j'en ai jamais eu. Et à vrai dire, ce qui est hyper intéressant dans mon cas, c'est que donc finalement alors c'est pas du tout une comédie musicale, mais c'est une fresque, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, mon personnage habite le film en chantant. D'ailleurs, j'ai quasiment aucune parole. Peut-être qu'à un moment donné, je dis comment, ou j'ai un mot. Tout le reste, c'est vraiment de la musique, mais les mots de ce que je raconte sont très très forts. Et j'ai été dirigée pendant qu'on enregistrait la musique. Mais comme je n'avais jamais été dirigée, puisque quand j'enregistre mes chansons, j'ai des gens en studio qui me donnent des indications, mais je ne suis pas dirigée. Là, vraiment, Claude me disait, écoute, imagine que tu es en train de parler à ton père, il est sur un lit d'hôpital, enfin... Et du coup, ça change absolument toute la façon qu'on a d'interpréter une chanson. Et en fait, j'ai été dirigée plus pour chanter que pour jouer dans ton film, finalement. Où on était drivé par Cad, Cad Merad, qui lui était le seul, je crois, à avoir eu le scénario. Tous les autres, c'était du freestyle. Et c'était incroyable, parce qu'en effet, on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, on est hyper sincère, on est hyper honnête, en fait. Et le personnage porte ton prénom. Oui, alors ça, quand on a déjeuné ensemble, il me parle du rôle. Il me dit, écoute, voilà, j'ai ce rôle-là, c'est la fille d'un avocat, etc. Et je lui dis, comment elle s'appelle ? Histoire d'avoir une projection, quoi. Il me dit, bah, je sais pas, tu veux qu'elle s'appelle comment? Bah, je sais pas, bah, tu t'appelles comment? Barbara. Bon, bah voilà, elle s'appellera Barbara. C'est si simple, finalement. C'est si simple, finalement. Et il y a une partition originale d'Ibrahim Malouf, et il y a des chansons, paroles de Didier Barbelivien, et une chanson, paroles et musique de Didier Barbelivien, qui s'appelle finalement Barbara, si on te donnait le texte, est-ce que tu accepterais de nous... Évidemment. Évidemment. Alors regarde. Je l'ai vu, regarde, je l'ai spoté. Encouragez-la parce qu'elle ne va pas vouloir y aller, peut-être. Je précise que le texte a été écrit par Didier et Claude. C'est une chanson sublime et elle traverse le film à plusieurs moments. Je fais que le début. Hein. Finalement... l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. C'était... Barbara, dans le film, ne joue pas, elle chante. Elle chante le film. Elle chante le film. On peut dire avec des chansons, avec de la musique, des choses qu'on ne peut pas dire... avec des mots. Avec des mots, voilà. Et donc c'est la force de la musique, encore une fois, qui fait que d'un seul coup, la musique adoucit les paroles, parce que la musique est toujours positive. Donc dans le film, j'avais besoin d'un personnage qui ne fait que chanter. Elle ne fait qu'à un moment donné, elle dit une petite phrase comme ça, parce que j'en avais besoin. Mais j'avais besoin d'un personnage qui, du début à la fin du film, parle à travers ses chansons. Voilà. Enfin, vous verrez le film à partir de demain ou après-demain. Quoi. Ouais. Mais Claude, tu parles souvent du fait qu'il y ait ce qui est écrit sur le papier, là en l'occurrence des paroles, ça peut être aussi un dialogue. Et il y a ensuite, dans une deuxième étape, le plus inattendu qu'apporte un interprète, comédien, comédienne, chanteur, chanteuse
et ce plus n'était pas envisageable a priori au moment où tu écris ces mots-là. Dans le cas de Barbara, quel est ce plus? Non mais pour Barbara, c'est valable pour tous les comédiens. Je veux dire, dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Il y a on va à un rendez-vous, puis on dit tiens, je vais aller à ce rendez-vous. Et donc, si c'est un rendez-vous amoureux, voilà, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça, je vais essayer de pas trop la brusquer, je sais qu'elle est fragile. On se fait tout un scénario et on fabrique nous-mêmes les dialogues de cette scène qui va arriver. Voilà, et puis si tout se passe bien, allez, à un moment donné, je vais la demander en mariage. Voilà, ça c'est le scénario classique, traditionnel, mais on fabrique tous nos propres dialogues. Et puis on va au rendez-vous, et puis elle arrive avec 1 heure de retard, elle a des mauvaises excuses, vous n'avez plus du tout envie de la demander en mariage, voilà. Et c'est une autre scène, voilà. Et l'humeur du moment est plus importante que tout le reste. Nous avons... les acteurs sont des gens qui ont des valises dans la vie. Et on joue avec leur bonne humeur et leur mauvaise humeur. Le présent est plus fort que tout ce qu'on a pu prévoir. Et je l'ai vérifié toute ma vie. Le présent, d'abord, il est toujours jeune et il n'a pas le temps de vieillir. Et donc le présent, c'est la seule chose qui nous appartienne. Le reste, on en est les gardiens. On est arrivés à votre naissance, tous, les uns et les autres. Le film avait commencé depuis très très longtemps, des milliers d'années. Donc vous connaîtrez jamais le début de votre film. Et comme vous allez être obligé de partir de la fin, vous ne connaîtrez jamais la fin de votre histoire. Donc la seule chose qui vous appartienne, c'est le présent. Et la seule chose que c'est filmé, le cinéma, c'est le présent. C'est la force du présent. C'est pour ça que le cinéma a tant de force et qu'on l'aime tant. Voilà. Le reste, on en est les gardiens. La seule chose qui compte, c'est le présent. Tout le reste, et le présent, il se fabrique avec de la bonne et de la mauvaise humeur. J'ai eu la chance de tourner avec les plus grands comédiens français et ils ont été fabuleux quand ils étaient de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est à ce moment-là qu'ils cessent de jouer. Et ce qui est formidable pour un comédien, c'est un paradoxe, c'est d'arriver à lui demander de ne plus jouer. Les très très grands comédiens l'ont très bien compris et ne jouent pas. Voilà. Et donc, c'est la bonne humeur et la mauvaise humeur. Il y a 200 personnes dans cette salle, ou 300, j'en sais rien. Si je vais vous voir un jour, vous êtes de bonne humeur, et un jour, vous êtes de mauvaise humeur, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, je joue constamment avec cette bonne et cette mauvaise humeur. Et mon premier directeur d'acteur, quand je fais un film, c'est les maquilleurs et coiffeurs, parce que c'est les premiers qui reçoivent les comédiens le matin sur le plateau. Et les maquilleurs, coiffeurs viennent me dire, tu sais, aujourd'hui, tu vas voir, elle n'est pas de bonne humeur, elle n'a pas dormi, son mec s'est barré. Il va falloir que je joue avec cette mauvaise humeur. Et par contre, si c'est la bonne humeur, on ne fait pas du tout la même scène. Voilà. Et la bonne humeur et la mauvaise humeur, c'est la force du présent. Et c'est cette force que j'essaye de filmer. Voilà. Mais vous savez, sur ce qui relève des interprètes, la chanteuse d'Un homme et une femme, qui est aussi un des fils rouges du cinéma de Claude, Nicole Croisille, raconte toujours qu'à l'enregistrement de la chanson d'Un homme et une femme, elle trouvait qu'elle-même, de son point de vue d'interprète, il y avait des moments où elle était plus en place, plus juste, mais que Claude lui disait « mais je m'en fous de la perfection technique, je veux que tu sois sincère ». C'est vrai, ça? Mais oui, absolument, parce que je pense que l'émotion est plus forte que les pixels. C'est comme pour une image. Aujourd'hui, les images d'amateurs qui sont vraies sont beaucoup plus fortes que les images tournées en 70 mm. Je veux dire que l'émotion, c'est la star de notre vie. L'émotion, c'est la star de notre vie. C'est l'émotion qui nous fait aller à droite ou à gauche. Notre intelligence, elle a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique, elle a peur de tout. Et notre instinct, qu'est-ce qui parle encore une fois le mieux à notre instinct? C'est notre émotion. Vous savez, au cinéma, c'est très difficile de faire rire et pleurer les gens. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de leur filer la chair de poule. Voilà. Et donc, quand j'arrive à vous donner la chair de poule, je suis l'homme le plus heureux du monde. Barbara,
Si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on apprécie tous ensemble, qu'on découvre tous ensemble un cadeau que Claude nous fait collégialement, à toi particulièrement, mais à nous tous, qui est en avant-première des images qu'on n'a jamais vues, qui sont des images de son nouveau film, qui sont à la fois des images du film et des images du making-of du film. Donc c'est une forme un peu hybride. Et tout ça monté sur la chanson que Barbara a interprétée a cappella tout à l'heure, finalement, cette fois-ci en duo avec Cadmerade. Vous êtes prêts? Pour vous spécialement, cadeau de Claude, finalement. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était bon comme l'été. Finalement, nos hasards et nos coïncidences. Finalement, ce n'était que correspondance. Finalement, tout se défait, tout se dénoue. L'amour s'est joué malgré nous. Maintenant, le temps efface nos regards devant la glace. Maintenant, le cœur se lasse, nos vies passent, nous enlacent, nous embrassent et nous remplacent doucement. Arrête. Finalement, chanter vaut mieux que le silence. Finalement, C'est la folie. un dernier rêve, une dernière danse. Finalement, chacun devant sa partition. Ça faisait du bien, ces violons. Finalement, on ne se souvient pas d'être né. Finalement, où sont passées toutes ces années? Finalement, Enfin, on finira jamais. l'amour, c'était comme on s'aimait. Maintenant, le temps efface nos regards devant la glace. Maintenant, le cœur se laisse, la vie passe et nous enlace, nous embrasse et nous remplace. Doucement. Finalement, chacun de nous a eu sa chance. Finalement, tout le monde s'est fait des mots d'absence. Finalement, les menteurs ont tué l'élégance de ne pas nous dire la vérité. Ah, les menteurs ont eu d'élégance. De ne pas nous dire De ne pas nous dire la vérité. la vérité. Barbara,
Vous savez que Barbara m'a dit quelque chose d'assez étonnant quand on s'est parlé. Tu m'as dit, après ces 10 jours de tournage partagé à Lelouchland, je ne savais pas du tout quel film j'allais voir. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez quel film vous allez voir, vous, personnellement? Parce qu'il se passe quand même énormément de choses dans ce qu'on a vu. En fait, vous avez vu, moi, ce qui me choque, ce qui me touche dans ces images, c'est le bonheur qu'on a de te voir si heureux de faire ton film. Enfin, je veux dire, ça se voit que c'est tellement vivant. Et moi, j'ai vécu 10 jours. Alors d'abord, c'était pas 10 jours d'affilée. Donc à chaque fois, je revenais, il se passait des nouvelles aventures, c'était complètement fou. On a dormi dans une prison, enfin, ça n'avait aucun sens. Imaginez un truc, on arrive sur un lieu de tournage, on a tourné dans que des endroits différents, et on arrive sans savoir ce qu'on va faire, puisqu'encore une fois, on n'a pas de scénario. Donc véritablement, à la fin, moi, je savais ce que j'avais fait. Je savais que j'avais tourné dans un hôpital, dans une maison, dans un jardin, etc., près d'un lac. Mais je savais pas du tout. Il pouvait tout se passer, quoi. Et c'est ce qui se passe dans ce film. Et en même temps, c'est tellement logique, c'est tellement beau, c'est tellement cohérent, et on passe par toutes les émotions humaines, quoi. L'amour, l'amitié, la peur, la folie. C'est sublime. Voilà. Je suis très fière d'être dans ce film. Merci beaucoup. J'aurais presque envie de te demander, il faudrait que Claude se bouche les oreilles. Tu peux te boucher les oreilles? Quel portrait humain tu ferais de lui? Portrait humain? Oui, quelles seraient ses qualités et ses défauts? Il en a beaucoup. Vraiment, je vais pas te les dire en face parce que sinon c'est moi qui vais pleurer. Non, moi il y a une chose qui me marque beaucoup chez Claude. Alors d'abord, il a des punchlines, mais genre, c'est-à-dire qu'on pourrait écrire un livre de citations de tout ce qu'il dit, parce qu'en fait c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Je regrette de pas noter tout ce que tu dis, tellement tout est... C'est que des titres de films, en fait. Des aphorismes. Ouais, complètement. Mais surtout, il a quelque chose que je trouve sublime, c'est que c'est encore véritablement un enfant. C'est-à-dire que tu fais toutes les choses avec la grâce, la beauté, la liberté d'un enfant, et en même temps, l'intelligence de toutes les vies que tu as vécues. Et c'est fou, moi, ça transpire l'humanité, en fait, parce que l'expérience, et voilà, je trouve que c'est entre autres, en plus de tellement de choses, la gentillesse, la douceur, le rire. C'est pas des défauts, ça? Non. Non. Des défauts, je pense que c'est pas à moi qu'il faut demander. Je vis pas avec toi, malheureusement. Je suis sûre que t'en as, mais moi, je les ai pas vus. Claude, j'ai envie de te demander, ce film va être projeté dans 2 jours. Il va sortir en Europe à l'automne. Le 19 septembre. En Italie, le 19 septembre. Quels sont tes rêves d'après? Quelles sont les ambitions que tu n'as pas encore concrétisées? Vous savez, on passe notre vie à faire des choses pour la première fois. Même à mon âge, il n'y a pas eu 2 journées pareilles. Il n'y a pas eu 2 moments pareils. On passe notre vie à faire des choses pour la première fois. Et toutes ces choses pour la première font que, effectivement, comme le disait Barbara, je suis resté un enfant. Voilà. J'ai 7 enfants, 8 petits-enfants, et c'est moi le plus jeune. C'est moi le plus jeune parce qu'eux, ils ont une vie de plus. Ils sont plus malins que moi, ils sont plus forts que moi. Voilà. Et donc, je suis resté un enfant. Je m'amuse avec la vie. Je m'amuse avec la vie parce que j'ai très vite compris que tout ce qui me faisait du mal, un jour, allait me faire du bien. J'ai très vite compris que le mal était l'inventeur du bien. J'ai très vite compris que j'ai fait mes plus gros succès derrière mes plus gros bides. Je veux dire que les moments les plus heureux de ma vie sont arrivés après les moments les plus malheureux. Voilà. J'ai très vite compris que le malheur était une préparation au bonheur, que c'était le jogging du bonheur. Et quand on comprend ça, on est dans le positif. Finalement, je suis comme les gens qui font de la bicyclette. Vous savez, dans les côtes, on rêve de descente, et sur le plat, on s'emmerde. Si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on termine cette rencontre sur quelque chose. Voilà, je voudrais tous collégialement à quel point on témoigne notre affection à Claude, à l'homme qu'il est, à l'œuvre qui est la sienne, et qu'on termine sur un film qui est l'acte de naissance
de sa collaboration, de sa fraternité, je dirais même, avec Francis Lay. C'est un film de 1966, mais qui est toujours aussi moderne en 2024. Ba-da-ba-da